J'ai fait ce livre parce que j'avais l'impression qu'il y avait un besoin pour les non-initiés à la finance et aux questions des crises financières. Donc, constatant qu'il y avait beaucoup d'ouvrages qui étaient des ouvrages à thèse, en fait, qui disaient les vrais coupables des crises sont les banquiers, les traders, etc. Et moi, j'ai voulu faire un livre qui donne des clés de compréhension pour comprendre les ouvrages à thèse, en fait, et qui soient accessibles au grand public, que ce soit des étudiants ou des gens, des honnêtes hommes et des honnêtes femmes qui veulent s'informer et comprendre les mécanismes des crises financières. Moi, j'avais un peu pour souci de montrer qu'il y a des éléments constants. Par exemple, parmi les éléments constants qu'on retrouve dans la plupart des crises, c'est un recours extrêmement, excessif, un recours très, très fort au crédit. C'est-à-dire que vous avez des périodes où le crédit s'emballe, où les banques prêtent beaucoup. Donc ça a été par exemple le cas pour la crise de 29, dans la crise de l'AS, enfin le système de l'AS, vous aviez aussi à un moment donné quelque chose qui s'emballait, et ça a été évidemment le cas avant la crise des subprimes. Donc vous avez un élément qui est chronique dans les crises, c'est le recours au crédit. Avec aussi, c'est lié au recours au crédit, une politique monétaire parfois très très relâchée, c'est-à-dire vous avez une période de taux très bas, ça se traduit souvent par un accroissement de la masse monétaire. Et ce qu'on peut d'ailleurs noter, c'est qu'il y a une séquence qui semble se mettre en place dans la période contemporaine. Vous avez une crise, puis les autorités monétaires agissent pour contrarier la crise, donc baissent les taux d'intérêt, injectent beaucoup de liquidités dans l'économie, et puis donc sauve la situation à chaud, mais prépare, met tous les éléments en place, si vous voulez, pour que se déclenche une prochaine crise 2 ou 3 ans après. En gros, vous avez eu ça, vous avez eu la crise asiatique 97 suivie de la crise russe en 98. Donc qu'ont fait les autorités monétaires? Par exemple, la Fed en 98 avait fait savoir qu'elle était prête à injecter autant de liquidités que nécessaire, elle avait baissé ses taux d'intérêt. Donc vous aviez une période de taux bas, beaucoup de crédits dans l'économie. Ces crédits, ces liquidités sont allées se mettre quelque part, c'est alimenter la spéculation sur les valeurs Internet. À la fin, souvenez-vous, à la fin des années 90, on parlait de miracle de la nouvelle économie, un discours qui était un peu délirant. En partie justifié, mais en partie délirant quand même. Donc vous aviez une formidable élévation des valeurs Internet. Et puis tout ça a donné lieu au craquement de la nouvelle économie, donc c'était 2000-2001. Donc qu'ont fait les autorités monétaires, notamment la Fed, ils ont baissé les taux d'intérêt. Donc la Fed, c'est la Federal Reserve, la Réserve fédérale des États-Unis, la Banque centrale américaine, a baissé ses taux d'intérêt à 1%, les a gardés longtemps à ce niveau-là, jusqu'en 2004 je crois. Du coup, beaucoup de liquidités dans l'économie. Il fallait bien que ça se mette quelque part. Ça allait se mettre sur de l'immobilier. Les banques ont beaucoup prêté aux ménages dont on savait qu'ils étaient insolvables. Donc, bulle sur l'immobilier et patatrac, ça recommence, crise. Et il faut noter qu'à un moment donné, début 2008, il y avait même eu un début de bulle sur les matières premières et sur les produits alimentaires. Bon. Et là, ce qui se passe, on a la même chose. Les autorités monétaires ont réagi très très fort et très rapidement. D'ailleurs, en ce sens, on peut dire qu'elles ont parfaitement retenu les leçons de la crise de 29. Donc, taux très bas, beaucoup de liquidités dans l'économie. Mais ce qu'on peut constater déjà, c'est que depuis mars 2009, vous avez, la plupart des bourses ont augmenté de 50%. Ce qui n'est peut-être pas en ligne avec les perspectives économiques. En tout cas, ça ne l'est pas avec les perspectives de l'emploi. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de recréer les conditions de la prochaine bulle? Voilà, donc ça, vous avez cet exemple-là d'éléments chroniques. Et puis, il y en a d'autres. Un qui me paraît très important, c'est à un moment donné, vous avez un sentiment d'euphorie qui s'installe chez tous les opérateurs. Tout le monde pense avoir retrouvé la martingale. Alors, ça a été les tulipes à Amsterdam à un moment donné. Ça a été les bières, je crois, en Autriche au 19e siècle. Ça a été la nouvelle économie, les valeurs .com. Ça a été les prêts à l'immobilier.
tout le monde, à un moment donné, pense qu'il y a que quelque chose va assurer une espèce de rendement très élevé et permanent. Donc vous avez un sentiment d'euphorie qui s'installe. Et généralement, ce que montrent certains ouvrages, c'est que le déclenchement de la crise n'est pas loin, quand plus personne n'est pessimiste. Dans la période récente, il y a eu plusieurs mutations structurelles de l'économie qui font que les crises deviennent certainement plus fréquentes et plus intenses, plus graves. Alors là, on peut, dans ces mutations structurelles, je crois qu'on peut faire mention déjà des mouvements de déréglementation qui ont eu lieu à partir de la fin des années 70, des années 80 dans la plupart des pays. La période qui s'est étalée entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et puis les années 70, en gros la période du système de Bretton Woods, marquée par un régime de stabilité d'échange, par des finances extrêmement réglementées. Donc cette période-là a connu relativement peu de crises financières. Et qu'en revanche, il y a une accélération, une intensification des crises depuis en gros l'échange flottant et le mouvement de déréglementation. Avec d'ailleurs une apparition, une multiplication des crises bancaires. Bon. Donc premier mouvement, un mouvement de déréglementation qui parfois était très rapide dans certains pays. Ensuite, une deuxième mutation, c'est l'apparition d'un capitalisme patrimonial ou d'un capitalisme liquide. Enfin, sous ce vocable-là, bon, je ne vais pas être trop long, mais je mettrais tout ce qui a trait au pouvoir de l'actionnariat, l'apparition d'investisseurs institutionnels, donc de l'actionnariat organisé par rapport à la technostructure, l'obsession, la préoccupation de la rentabilité financière à court terme, peut-être au détriment d'objectifs stratégiques à long terme. Et puis troisième mutation, qui joue aussi dans la crise des subprimes, c'est que vous avez un glissement des plaques tectoniques de l'économie, en gros de l'ouest vers l'est, quoi. Le fait que les États-Unis soient très déficitaires, avant la crise étaient très déficitaires, leur commerce extérieur était très déficitaire, et que la Chine accumule les excédents commerciaux et partant les réserves de change, ils ont plus de 2000 ou 2200 milliards de dollars de réserves, n'a pas été sans conséquence. Ça a joué dans le déclenchement de la crise, puisqu'il y avait un bouclage entre les déficits américains et l'excédent d'épargne chinois. D'ailleurs, à ce propos, cette interdépendance n'est toujours pas débouclée. On peut s'interroger sur la manière dont un jour ça va se déboucler.